Je patiente un petit peu parce qu'il y a beaucoup de monde. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m'appelle David Pouillou, j'anime cette journée. Bienvenue à Nantes, bienvenue à la Cité internationale des congrès et surtout bienvenue aux journées scientifiques de l'Université de Nantes. Donc, je vais vous présenter notre premier conférencier de la journée. Il s'agit de Vincent Courtillot. Alors, j'ai pris une fiche parce que pour le présenter, c'est un petit peu difficile, tant cet homme a un parcours assez exceptionnel. Donc, il est géologue et géophysicien. Il est directeur de l'Institut de physique du globe. Il a enseigné à l'université de Stanford aux États-Unis. Il est membre de l'Académie des sciences. C'est un spécialiste de géomagnétisme. C'est un spécialiste des phénomènes de volcanisme géant. C'est aussi évidemment un spécialiste de changement climatique. Sa conférence aura pour thème le réchauffement climatique. Alors, le réchauffement climatique est-il réel? Le réchauffement climatique est-il exceptionnel? Et avons-nous des pistes d'interprétation de ce réchauffement? Vincent, je vous propose d'aller au pupitre et je vous propose également de l'applaudir. Merci beaucoup. Merci beaucoup David. Je demanderai si je peux avoir la projection des diapositives sur les écrans parce que je vais commencer avec elles très vite. Mais pendant qu'elles arrivent, je voudrais d'abord tenir de brefs propos liminaires. Mesdames, Messieurs, chers amis, je voudrais d'abord remercier le président Lecointe et son équipe de m'avoir invité à ces journées. Je suis un grand admirateur et depuis longtemps de l'Université de Nantes et de ce qui s'y fait et très content de voir ces remarquables journées que vous avez organisées pour lesquelles je voudrais vraiment vous féliciter chaleureusement. Bon, évidemment, j'ai une pensée toute particulière pour le vice-président Jacques Girardot, qui est un ami et un collègue, j'allais dire hélas, de plus d'un quart de siècle, car il y a un peu plus d'un quart de siècle, nous étions moins vieux de 25 ans, tous les deux, au sommet du Tibet, en train d'essayer de comprendre comment était venu le Tibet à l'issue du choc entre l'Inde et l'Asie, pourquoi l'Himalaya s'était formé comme ça. Et c'est comme ça que nous avons commencé tous les deux une partie de notre carrière, ce qui justifie ce que vous disiez, David Pouillou. Je suis en effet géologue et géophysicien. Si je peux me permettre extrêmement respectueusement de faire un seul commentaire négatif par rapport à ce qu'a dit David Pouillou, c'est qu'il m'a très gentiment présenté comme spécialiste du réchauffement climatique et je suis justement tout sauf un spécialiste du réchauffement climatique. Et justement, de ne pas être spécialiste me vaut assez d'ennui et m'a conduit néanmoins, et j'espère vous montrer un peu comment, à m'attaquer à ce problème justement dont je n'étais pas spécialiste. Et parmi les sujets qu'on pourra débattre ensemble après les conférences, eh bien, il y aurait qu'est-ce que c'est que le parcours d'un scientifique? Comment est-ce qu'on tombe sur un sujet de recherche? Comment est-ce qu'on fait de la recherche pluridisciplinaire? Comment est-ce que quelqu'un d'une discipline donnée peut apporter quelque chose à une autre discipline? Ce qui évidemment ne veut pas dire qu'il est meilleur, mais qu'avoir un œil frais, quelquefois, ça aide. Je voudrais aussi dire un mot. Jean-Marc Ayrault était là pour l'inauguration de cette séance. Il a dû partir à cause de son emploi du temps, mais je voulais dire un mot également à l'égard de la ville et de son action. Je préside le conseil scientifique de la ville de Paris, aux côtés qu'a créé Bertrand Delanoë depuis 7 ans. La ville de Nantes a la même démarche par rapport à la science. Delanoë et Ayrault en ont souvent parlé et ça nous vaut beaucoup d'interactions entre nos conseils scientifiques, beaucoup de personnalités. Je pense particulièrement au professeur Alain Supiot qui a créé un remarquable IEA dont parlait Jean-Marc Ayrault tout à l'heure. Ce que nous partageons là, et moi comme scientifique engagé dans la vie de la cité, c'est la conviction que la cité a besoin de ses universités et qu'elle doit les soutenir. Et je crois que et Paris et Nantes le font bien. Moyennant quoi, j'entre dans mon sujet. J'ai pris un titre plus littéraire, non pas le réchauffement climatique, mais sur le réchauffement climatique. Je vais vous tenir des propos limités par le temps et par mes compétences. Bien évidemment, je suis incapable de balayer tous les aspects de ce sujet gigantesque. J'ai organisé mon exposé en 3 parties, une qui s'appelle Observation 1, une qui s'appelle Observation 2 et une qui doit s'appeler quelque chose comme Premier aperçu sur les causes. Je vais beaucoup insister, et c'est très volontairement, et c'est peut-être un peu différent d'autres exposés faits par des spécialistes du même sujet, sur les observations, sur les données, car un de mes messages finaux sera de craindre que la richesse des données, leur complexité et les incertitudes dans l'interprétation de ces données n'aient pas été suffisamment développées et qu'au contraire, on ait passé beaucoup d'énergie à construire de magnifiques modèles numériques sur informatique, sur ordinateur, massivement parallèles, et à passer beaucoup de temps sur ces modèles, mais ils ne peuvent pas plus que les données qu'on y intègre. Et je ne suis pas sûr que ces données soient au niveau
des modèles. Je vous le montrerai. Observation 1, observation 2, pourquoi? Observation 1, je vais surtout vous parler des observations des autres, et faites déjà pour certaines depuis longtemps, telles que j'ai l'impression qu'on peut les interpréter ou les réinterpréter. Dans une seconde partie brève, observation 2, je vous montrerai comment nous avons mis le nez là-dedans et pourquoi le géophysicien que je suis s'est trouvé à traiter ces données. Vous verrez de façon assez naturelle ce que nous pensons avoir apporté. Beaucoup de ces choses sont nouvelles, une bonne partie n'est pas encore publiée, donc là vous êtes dans la science qui se fait, ce qui veut dire bien évidemment une science qui peut très bien être fausse. Et enfin, nous parlerons un peu des moteurs du changement climatique. Alors, je vous ai dit que je vous parlerai surtout de données existantes. Le principal centre qui fournit à tous les scientifiques du monde des données sur la température globale de l'atmosphère, c'est un centre britannique qui s'appelle le Hadley Research Center. Quand vous voyez les lettres HAD dans des modèles, ça veut dire que ça vient de ce laboratoire, qui a déterminé à partir de millions de données l'évolution de la température moyenne de la basse atmosphère. Quand on dit température, sans être plus précis, c'est la température de la basse atmosphère, c'est-à-dire la température à la surface de la Terre, là où nous vivons. Et on distingue en général les données qui sont acquises par des stations météorologiques sur les continents et les données qui sont acquises sur les océans. La courbe noire que vous voyez ici pour les continents et les océans, c'est la courbe moyenne d'évolution de la température telle que croit pouvoir la déterminer ce centre britannique. Vous voyez les graduations sur le côté gauche. On est à 0,2 de degré Celsius entre deux graduations. Vous voyez en couleur les sources d'incertitude dans les mesures de plus en plus anciennes. Il y a de plus en plus d'incertitudes. Vous voyez qu'on connaît moins bien les données de 1850 qui sont à gauche que les données de l'an 2000 qui sont à droite. Une fois que je vous ai dit ça, vous voyez le réchauffement climatique. Vous voyez qu'à cause de l'incertitude sur les continents, on ne voit guère d'évolution de 1850 à 1975 à peu près, mais à partir de 1975, on voit que depuis 30 ans, la température des continents a l'air de monter. La présentation ici rend la chose vertigineuse. Vous voyez que l'amplitude totale est de 0,6 degrés Celsius. Il est évident que c'est quelque chose que vous n'êtes pas capable d'estimer ou de sentir avec votre corps et avec les capteurs dont la biologie nous a équipés, mais c'est quelque chose de significatif quand on fait une moyenne à l'échelle du globe entier. Ce qui est surprenant, c'est qu'alors qu'on a des centaines de stations météorologiques depuis 150 ans sur les continents et qu'on a une incertitude assez large, ce laboratoire anglais nous dit que dans les océans, vous le voyez, l'incertitude est beaucoup plus faible. Et beaucoup plus faible en 1850. Vous voyez qu'on déterminait la température moyenne des 2/3 de la surface du globe. Je vous rappelle que l'océan, c'est les 2/3 de la surface du globe, avec presque la même précision qu'aujourd'hui avec tous nos satellites et tous nos bateaux qui sillonnent les océans. Et je vous avoue, pour être clair, que ça me laisse absolument pantois, d'autant plus que ces chercheurs ont eu l'honnêteté de montrer sur quel type de données s'appuyaient ces courbes. Alors voilà deux diagrammes un tout petit peu plus compliqués. Le diagramme du haut vous représente le nombre de cellules à la surface de la Terre dans lesquelles on a des données. Comment est-ce qu'ils ont fait cette base de données moyenne? Ils ont découpé la Terre en carrés de 500 km de côté. Dans chaque carré, ils ont regardé s'il passait pour les océans un bateau, et ils ont regardé toutes les données à l'intérieur d'un carré par mois. Donc il suffit qu'il y ait un bateau qui ait jeté un seau d'eau, qu'il ait remonté à bord, qui ait mis son thermomètre dedans et qui ait consigné ça dans son livre de bord une fois pour un mois donné d'une année donnée, pour qu'il y ait une donnée. Vous voyez bien évidemment que depuis 150 ans, le nombre de données a cru énormément. Avant 1900, vous voyez que le chiffre est inférieur à 500. Ça veut dire en gros que les 2/3 de la surface de l'océan du monde n'ont aucune donnée, aucun mois de l'année. Si vous regardez la courbe du dessous, ça n'est plus les carrés dans lesquels on a donné, c'est le nombre de données qu'on a. Vous voyez évidemment monter ce chiffre à travers le XXe siècle. Vous voyez qu'avant 1900, on avait très peu de données. Et donc, je suis tout à fait étonné qu'avec si peu de données et les 2/3 de l'océan du monde qui ne sont pas couverts, on puisse penser qu'on connaissait en 1850 la température avec cette précision-là. Alors, ce que nous avons fait avec mes collègues, c'est que nous avons demandé aux chercheurs de ce centre de nous donner leurs observations pour que nous puissions les vérifier, les retravailler et mieux comprendre comment ils avaient fait. À notre grande surprise, ceci nous a été refusé. Ça fait 4 ans qu'on a fait cette demande et à ce jour, nous n'avons toujours pas ces données. Les chercheurs britanniques sont prêts à nous donner les données travaillées telles qu'elles apparaissent là, elles donneront toujours le même résultat. Mais les données d'origine qui sont derrière, c'est-à-dire toutes les données de tous les bateaux dans chaque carré de 500 km de côté, eh bien c'est considéré comme une propriété privée et il nous est conseillé de refaire la totalité du travail mené par cette trentaine de chercheurs depuis 30 ans si nous voulons vérifier nous-mêmes les choses.
Évidemment, c'est un travail gigantesque, surtout quand on n'est pas un laboratoire spécialisé et qu'on n'est pas nombreux. Mais nous avons commencé à le faire. Et avant que je vous montre comment nous avons commencé, je vous montre la dernière version que vous pouvez télécharger aujourd'hui sur votre Internet de la variation de la température la plus précise depuis 150 ans, donnée toujours par ce Met Office, donc par l'Office météorologique et le centre de recherche climatique principal britannique. Là, les données sont données de façon plus précise, je crois que c'est une fois tous les mois. Donc vous voyez que l'évolution de la température est extrêmement chahutée, agitée, vous y distinguez des tendances. Vous voyez bien que la température vers la droite, c'est-à-dire vers l'an 2000, est un peu plus haute, d'environ 0,8 degrés Celsius, que la température à gauche, c'est-à-dire il y a environ 150 ans. C'est ça, le réchauffement climatique. Mais vous voyez que ce réchauffement climatique global, il n'est pas du tout régulier, il n'est pas homogène. Il n'évolue pas de façon accélérée, comme je le croyais avant de commencer à regarder ces données. Il évolue plutôt par des tendances que je vous ai soulignées ici par des traits rouges. Pendant quelques dizaines d'années, ça a l'air d'être assez rectiligne. Et puis tout d'un coup, assez brutalement, la pente change et vous voyez les périodes auxquelles les valeurs de cette température ont changé. Donc oui, je conclurai ça à la fin de mon exposé, il y a bien en 150 ans un réchauffement climatique, mais tout dépend des périodes où vous vous mettez. Si vous vous mettez entre 1879 et 1912, il y a un refroidissement climatique. Et pour ceux qui ont mon âge, il y a longtemps qu'on sait que pour ceux qui sont nés à la fin des années 40, au début des années 50, quand ils ont atteint leurs 20 ans en 1970, il y avait eu une baisse assez régulière de la température, au point que je rappelle à ceux qui l'ont oublié que les journaux des années 70-80 craignaient le retour vers une période glaciaire et une période de froid. Et on voyait autant d'articles disant « attention, on va vers le grand froid » que dans les années 2000, nous voyons d'articles disant « on va vers le chaud » parce que vous le voyez, on vient de vivre une période d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années pendant laquelle le réchauffement est indiscutable. Je reparlerai du grand rapport qui a été fait par un groupe d'experts, et c'est un sujet qu'on pourrait voir dans le débat en lui-même, que la constitution et le fonctionnement de ce groupe d'experts, qui s'appelle IPCC en anglais, et vous voyez ça en bas de la citation sur cette diapositive, GIEC, GIEC pour Groupement intergouvernemental d'études du climat en français. Ce groupement, tous les 5 ans, fait un rapport sur l'état des connaissances. Voici une des figures fondamentales du dernier rapport qu'il a remis en 2007 à l'ensemble des gouvernements et qui est la base de tout ce que vous pouvez lire dans tous les journaux et dans toutes les décisions d'hommes politiques ou de gouvernements sur le réchauffement climatique. Alors je commente cette figure parce qu'elle est un peu pâle. Vous voyez en bas 3 diagrammes, en bas à droite. Celui de droite, c'est la température moyenne de l'océan en noir, celui du milieu des continents, et celui de gauche, c'est le global, c'est la somme des deux. Donc c'est les courbes que vous venez de voir dans les diapositives précédentes, mais on a pris une valeur tous les 10 ans. Elles ont été énormément lissées pour qu'on en sente que la tendance. Et puis au-dessus, vous voyez très mal une carte géographique du monde entier. Vous devez à peine distinguer les lignes de côte des continents. Et on a fait les moyennes de température par continent pour l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Asie et l'Australie, qui sont à peu près mises dans leur position sur ce planisphère. Vous voyez que toutes ces courbes montrent le réchauffement climatique. Elles montrent toute une montée jusque dans les années 40, une descente, pas toutes, mais la plupart, jusque dans les années 70, et une franche montée depuis les années 70. Le réchauffement climatique, qu'on suppose anormal, est dû au gaz carbonique et aux gaz à effet de serre relâchés par l'homme. Un des messages principaux de ce rapport, c'est les courbes qui figurent en bleu pâle et en rose. En bleu pâle, c'est les calculs d'ordinateur dans lesquels on met tout ce qu'on croit connaître aujourd'hui de la physique du globe, le soleil, les volcans, les nuages, tout ce qu'on peut, et on calcule l'évolution du climat, et on trouve que ça ne devrait pas changer, on trouve la courbe bleue, ou plutôt des tas de courbes bleues qui vous indiquent un peu l'incertitude dans ces modèles. Et quand on rajoute le gaz carbonique envoyé par l'homme dans l'atmosphère, tel qu'il nous est connu, et je vous dirais qu'il nous est très bien connu, et qu'il augmente très vite, eh bien on obtient les courbes en rose. Et c'est ce diagramme qui, pour le GIEC et pour tous les gouvernements du monde, démontre à 90 chances sur 100, dit le rapport, que le réchauffement climatique désormais est sorti du bruit, qu'il est dû à l'homme, qu'il est dû au gaz carbonique et au gaz à effet de serre relâchés par l'homme et qu'il se mesure par ces courbes. Alors en allant relativement rapidement, parce que le temps me l'impose, je vais vous montrer que nous avons essayé de reproduire ces courbes puisqu'on refusait depuis ce centre anglais de nous en donner les données. Et nous avons repris, par exemple, 44 stations météorologiques parmi les meilleures et les plus complètes en Europe. Et là, nous ne nous sommes pas contentés d'avoir une valeur par mois. Nous avons pris la température minimum, maximum et moyenne de chaque station météo, chaque jour de l'année, de tout le XXe siècle.
Vous voyez ici la moyenne de ces stations, c'est le changement climatique de l'Europe. Vous voyez qu'il n'a pas du tout la forme qu'on attendait. Il est manifestement, et je vous donne une interprétation ici, pratiquement plat. Il n'y a aucun réchauffement climatique en Europe de 1900 à 1985. Et ensuite, en 1 ou 2 ans, autour de 1987, pour des raisons qu'on ne connaît pas, il y a un véritable saut. Et nous sommes désormais, depuis quelques dizaines d'années, apparemment, dans un climat à nouveau qui est une tendance plate, mais qui est sensiblement plus chaud. De combien? Vous le lisez à gauche, environ 1 degré Celsius. Le réchauffement climatique en Europe, c'est rien jusqu'en 85, tout en 2 ans, et plat depuis. Et pas d'évolution climatique depuis 1987, c'est-à-dire depuis 20 ans. Il y a 20 ans que ça ne change plus. Quand nous avons découvert ça, on a été très étonnés, ce n'est pas l'image qu'on en avait. Alors on a recommencé sur 150 stations météorologiques des États-Unis, et voilà la courbe qu'on a obtenue, et on retrouve une chose que les climatologues savent bien, c'est que ces courbes sont très différentes d'une région climatique à l'autre, et que d'en faire la somme et de mettre tout dans un même paquet, on n'est même pas sûr d'un point de vue physique, thermodynamique pour les spécialistes, que ça ait un sens. Je fais une toute petite parenthèse pour les physiciens. On sait qu'en thermodynamique, on peut ajouter les volumes, on ne peut pas ajouter les températures. Si vous ajoutez le volume de 2 pièces qui sont côte à côte, vous avez le volume des 2 pièces. Si vous faites la moyenne des températures des 2 pièces, ce n'est pas la température moyenne des 2 pièces, ça dépend de la façon dont on ouvre la porte, de l'histoire, de l'isolation des murs, et ainsi de suite. Donc attention, la notion de température globale, je vous glisse cette incertitude qui me taraude moi-même, nous ne sommes même pas sûrs que ça signifie quelque chose, et en tout cas, la température moyenne telle qu'elle est calculée n'est pas une température au sens thermodynamique. Vous voyez qu'aux États-Unis, la température, en effet, a beaucoup grimpé depuis la fin des années 70, mais elle a tout simplement atteint le même niveau que dans les années 30. Et l'année dernière, la météo nationale américaine a fait un petit communiqué relativement discret pour dire qu'elle s'était trompée en disant que les années récentes étaient les plus chaudes du siècle. C'est tout simplement faux. C'est l'année 1930 qui est l'année la plus chaude aux États-Unis. Vous voyez que la courbe est très différente de la courbe française. Mais vous voyez surtout, je vous reproduis la figure du GIEC, nous n'avons eu le temps de faire que cela, que pour les 2 courbes que nous avons reproduites, l'Europe en haut à droite, vous la comparez, il y a une petite flèche qui les lie à ce que dit le GIEC d'il y a 1 an et demi, vous regardez les États-Unis, vous voyez que tout simplement les courbes du rapport du GIEC sont fausses. C'est la base de la décision d'à peu près tous les gouvernements mondiaux. Cette courbe n'est pas très fausse, mais elle a une incertitude sous-évaluée, une forme qui n'est pas la bonne, elle est très mal décrite. Il n'y a qu'un point tous les 10 ans au lieu d'un point par mois, et pour des raisons bizarres, toutes les courbes se ressemblent, alors que vous voyez que dans la réalité, les courbes varient beaucoup d'une région à l'autre. Premier inconfort. Deuxième point, la vision que nous avons aujourd'hui du réchauffement climatique a été construite de façon pédagogique, que j'enseignais encore à mes élèves parce que je croyais que c'était vrai il y a 3 ou 4 ans, donc à l'université, j'enseignais ces diapositives que vous allez voir. Une courbe due à un scientifique qui s'appelle Mann, qui s'appelle la courbe en crosse de hockey. Vous voyez pourquoi ça ressemble à une crosse de hockey. Cette fois-ci, nous reculons dans le temps. C'est très important d'essayer de comparer le climat du dernier siècle au climat des derniers 1000 ans, 10 000 ans, 100 000 ans. C'est le travail de l'historien, de l'archéologue ou du géologue, quand on recule dans un temps très ancien. Ce qu'a fait M. Mann et beaucoup de ses collègues et beaucoup d'autres personnes depuis, c'est de compiler des données qui vous indiquent la température depuis l'an 1000, mais comme entre l'an 1000 et l'an 1800, il n'y avait pas de thermomètre, ou en tout cas il n'y avait pas de thermomètre sur la Terre entière, eh bien ce dont on se sert, c'est les anneaux d'accroissement des arbres. Donc on coupe des arbres dans des tas d'endroits autour du monde, on les date, on regarde l'épaisseur de leurs anneaux, et on pense que l'épaisseur de l'anneau est à peu près liée à la température. Ça vous donne les données en bleu-vert. Par contre, les données en orangé sont celles qui sont obtenues avec des vrais thermomètres, ce sont des mesures physiques. Vous voyez qu'il y a une accélération fantastique, c'est le fameux réchauffement climatique depuis 1900, et vous voyez que sur cette courbe, ce réchauffement semble sans précédent au cours des 1000 précédentes années, et c'est ce que vous entendez dire presque partout dans tous les rapports qu'en font les médias, les rapports officiels. Le problème, c'est que cette courbe est fausse, et c'est désormais démontré par plusieurs équipes indépendantes. L'équipe que vous voyez en haut ici, dirigée par M. Moberg, qui fait partie du même centre de recherche anglais qui fabrique les courbes et qui a publié dans la revue Nature, donc il n'y a vraiment pas de problème par rapport à cela.